Bonjour à toutes. Je suis Noémie, cofondatrice de Noès, et j'ai à mes côtés deux jeunes femmes qui sont praticiennes dans l'équipe pluridisciplinaire de Noès et qui vont vous expliquer leur activité chez Noès et en dehors. Frédéric, je te laisse te présenter en premier. D'accord, alors bonjour. Je suis naturopathe à Dijon. Mon activité, donc, c'est forcément la naturopathie en cabinet où je reçois des gens individuellement, soit pour un suivi naturopathique, soit pour des massages. En dehors de ça, eh bien, je travaille je suis en train d'écrire une thèse en master 2 de naturopathie. J'enseigne à l'école de naturopathie et c'est déjà pas mal. Voilà, si on veut parler d'alimentation, l'alimentation, en fait, est le premier axe de travail d'un naturopathe. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis proposée pour participer à ce petit entretien entre nous. Mais c'est le premier axe, mais pas le seul. Voilà. Merci Frédéric. Marie, à ton tour. Bonjour à toutes, donc moi c'est Marie, j'habite aussi à Dijon et je suis consultante en alignement alimentaire. Donc c'est un nom qu'on ne connaît pas forcément. J'ai créé en fait mon propre métier et en fait j'accompagne les personnes à manger en fonction de leurs valeurs, de leurs intolérances, leurs restrictions, pour vraiment réapprendre à manger d'une manière en accord en fait avec son corps, sa santé, sa cuisine, être bien dans son assiette et dans son esprit. Et à côté de ça, je suis aussi traiteur à domicile sur la région de Dijon. Et puis avec Noès, je propose des séances en fait pour donc à domicile ou en visio pour aider justement les personnes avec leur alimentation de leur quotidien, soit sur des problématiques par exemple d'organisation, dans le temps, les courses, quels ingrédients utiliser, ou alors plus sur des problématiques liées aux valeurs, à l'éthique, à la santé aussi. Voilà. Merci Marie. Donc, je vous propose donc de débuter ce live, rééquilibrer mon alimentation en conscience. Au cours de ces 45 minutes, même, je ne suis pas généreuse, même cette heure qui va suivre, on va aborder des différentes thématiques qui peuvent être prendre conscience de ce qui est bon et moins bon pour moi, se mettre à l'écoute de notre corps, et puis comment on peut organiser son rééquilibrage. On va commencer par aborder un des thèmes central de ce live, c'est la conscience, justement. Qu'est-ce que c'est au départ? Est-ce que notre corps nous parle? Comment ça se formalise? Donc, je vais commencer par poser la question à Frédéric et Marie. Qu'est-ce qu'un corps qui parle? Tu veux démarrer, Marie? Comme tu veux. Vas-y. J'y vais. Alors, du coup, le corps qui parle, il y a plusieurs mots qui peuvent se cacher derrière cette phrase. Tout d'abord, moi, je dirais que le corps, il exprime finalement des signaux. Donc, après, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à les entendre et est-ce qu'on les entend vraiment? Est-ce qu'on les voit aussi? Donc, les signaux de notre corps liés à l'alimentation, ça peut être des signaux, par exemple, comme on est fatigué, on manque de sommeil, on a mal à l'estomac, on a, vous savez, un peu le coup de barre après manger, la sensation de malaise, le ventre qui gonfle ou même aussi le dégoût face à son assiette. Donc tout ça, en fait, c'est des signaux que notre corps peut nous envoyer et qui peut finalement nous aider à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut peut-être se tourner vers une alimentation un peu plus en adéquation avec son corps. Mais parfois, ça arrive finalement qu'on n'arrive pas à prendre cette conscience de nous-mêmes parce qu'en fait, tout simplement, on voit même pas ces signaux parce qu'ils font tellement partie de notre quotidien que du coup, bah, on les voit pas en fait. On n'en a pas conscience, on les entend pas, on les ignore, ils sont avec nous et en fait,
c'est finalement un mot parmi tant d'autres et du coup on passe au-dessus et souvent par exemple quand on manque de sommeil, qu'on voilà, on dort mal, etc., on pense pas forcément que ça peut être lié à notre alimentation. Donc il y a cette prise de conscience un peu à avoir. Et puis après, il y a aussi pas mal de personnes qui ont du mal à prendre conscience justement parce qu'elles ont peut-être pas l'envie de prendre confiance. Voilà, la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'on est capable ou pas de modifier. Est-ce qu'on a envie de passer à côté de ces signaux? Est-ce qu'on a envie de passer au-dessus, de travailler dessus? C'est un peu un cercle vicieux finalement, parce que si on ne prend pas conscience, et ben, ça va continuer et ça va tourner en rond et on ne va pas réussir à se mettre dans une alimentation, comme j'aime bien l'appeler, alignée. Voilà pour la prise de conscience. Toi, Marie, tu l'as vécu personnellement, cette prise de conscience. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors moi, en fait, j'ai une intolérance au lactose et c'est vrai que j'ai mis vraiment de nombreuses années avant de l'avoir. Alors, au-delà de tout ce qui est médical, hein, puisque moi, je ne suis pas dans le domaine médical, donc je ne peux pas m'étaler dessus, mais j'ai vu plusieurs professionnels parce que j'avais pas mal de signaux, donc j'avais beaucoup de problèmes ORL, j'étais très fatiguée, j'avais aussi beaucoup d'acidité gastrique, de ballonnement après les repas, et donc les repas devenaient voilà, un peu du dégoût et j'avais plus vraiment cette envie. Mais en fait, je ne l'ai pas associé, enfin, tous mes problèmes que j'avais, je ne les ai pas au début associés à l'alimentation. Pour moi, c'était des problèmes du quotidien comme on peut tant avoir pour d'autres choses, d'autres facteurs. Et au final, en faisant des recherches, en testant, il y a eu des semaines, voilà, j'ai testé, j'ai supprimé des ingrédients, j'ai fait voilà, plusieurs tests et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un lien avec mon alimentation et les douleurs que j'avais au quotidien. Et quand finalement j'ai enfin détecté, donc avec l'aide de personnes, que c'était le lactose qui était du coup la cause de mon mal-être, j'ai décidé, alors pas du jour au lendemain parce qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain, mais progressivement, je l'ai retiré de mon alimentation. Alors en tout cas, aujourd'hui, j'en mange plus quotidiennement. Ça m'arrive de temps en temps d'en consommer. Voilà, pour faire un petit écart, mais au quotidien, j'en consomme plus et en fait, j'ai vu totalement la différence, quoi. Mes problèmes ORL se sont pratiquement envolés. J'ai plus cette acidité, j'ai plus aussi, vous savez, un peu les glaires, toutes ces choses un peu désagréables que j'avais au quotidien, en fait. Merci Marie pour ce partage de ton expérience personnelle. Frédéric, quand on a préparé ce live, tu dis aussi que c'est les signaux, enfin tu m'as dit que ces signaux pouvaient aussi être étouffés par le rythme de vie qu'on nous imposait. Oui. Est-ce que tu peux développer un peu sur cette partie aussi du rythme de vie C'est vrai qu'on est éduqué à ça, en fait. Voilà, on est éduqué à manger le matin, le midi, le soir, à des horaires à peu près fixes. Ce qui fait qu'en fait, on ne se pose même plus la question si on a faim ou pas faim, si on a besoin de manger ou pas manger, si notre corps est fait pour ça. Il y a des personnes qui mangent le matin parce qu'on leur a appris à manger le matin, mais ça les rend malades, quoi. C'est vraiment, ils sont patates toute la journée. C'est peut-être parce que leur métabolisme, en fait, n'est pas fait pour ça. Ils devraient commencer peut-être à manger à 10 heures du matin, mais pas à 8 heures, parce que leur corps n'est pas prêt, en fait, à absorber de la nourriture à ce moment-là. Donc tout ça, on a étouffé parce que sous le poids, en fait, de la tradition, de la société, parce que, enfin bon, je me rappelle, hein, quand j'étais petite, il fallait absolument petit déjeuner le matin. C'était une catastrophe si on ne le faisait pas, alors que bon, on peut très bien sauter un repas, on va survivre, hein, c'est pas un problème. Voilà, si on n'a pas faim, ne pas manger. Mais on a oublié en fait de s'écouter, de se poser la question. Voilà, c'est pas, on prépare à manger parce qu'on a l'habitude de préparer à manger à cette heure-là. Voilà, hein, c'est un peu ça le souci. C'est la société qui veut ça. Hein. Alors quand on est adulte, on peut commencer à se recadrer par rapport à son propre métabolisme. Les enfants, c'est déjà beaucoup plus délicat. Oui, puis il y a aussi pardon. Je disais, il y a aussi ce qu'on apprend aux enfants par rapport à. On dit tout le temps aux enfants, finis ton assiette ou de manger, voilà, de manger quelque chose parce que quelqu'un l'a préparé et que c'est plus poli. Enfin, voilà, il y a des choses aussi dans l'éducation. Et cette éducation, ça fait partie de cette éducation où effectivement, en fait, c'est une éducation qui remonte quand même à la sortie de la guerre, en fait. Pendant la guerre, enfin, ça vient de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, ça dépend de l'âge qu'on a, mais
ils ont été privés en fait pendant des années et quand il y a eu de nouveau la nourriture, il ne s'agissait surtout pas d'en perdre. Donc, il faut finir son assiette, effectivement. Il faut faire plaisir à la personne qui a préparé à manger parce que bon, elle l'a pas fait pour rien. Voilà, mais on en oublie aussi d'écouter son propre corps, ce qui fait qu'on sort de repas, on est complètement patraque, on peut plus se traîner. Enfin, c'est une horreur, quoi, quelque part. On a fait plaisir à tout le monde, mais en fait, on pas à son propre corps, quoi. Voilà. Mais c'est l'éducation et il faut. C'est déjà bien de prendre conscience en fait que notre façon de nous alimenter est régie quelque part par toute une société autour de nous. À la fois quand on mange, ce qu'on mange, la quantité qu'on mange et comment on mange aussi. Voilà. Et puis à côté de et ça, puis on parle. oui. Vas-y, vas-y. À côté de ça, on a un cerveau qui est quand même un petit malin et qui nous trompe. Et selon la forme avec laquelle on consomme les aliments, en fait, la quantité d'aliments qu'on va absorber ne sera pas du tout la même. Pour regarder, par exemple, un exemple qui est vraiment très significatif, c'est le jus d'orange. Un jus d'orange, pour faire un verre de jus d'orange, il faut 3 ou 4 oranges. Et quand on le boit, ça va tout seul, hein, on ne se rend pas compte en fait qu'on vient d'absorber 4 oranges. Alors que si vous prenez 4 oranges, que vous essayez de les manger dans leur intégralité alors qu'elles ne sont pas en jus, vous allez vous arrêter beaucoup plus rapidement en fait. Hein. Mais c'est ce qu'on peut appeler un biais cognitif en fait, c'est que le cerveau il n'arrive plus à nous dire en fait quelle est la quantité qu'on a à manger. D'ailleurs, bon, en plus comme ça, régulé par des hormones, tout ça, il n'a même plus le temps, les signaux en fait n'ont pas le temps d'arriver que vous avez déjà mangé. Quoi. Donc il faut prendre le temps aussi d'écouter tout ça et de se rendre compte de ce qu'on fait, mais c'est difficile. Et puis il y a des signaux aussi positifs que nous envoie notre corps. Ah bah bien sûr, hein, c'est un plaisir de manger quand même. Ça fait du bien. Il y a des nourritures, on le sent tout de suite qu'elles nous font du bien. Hein. Ça peut être pas forcément des desserts, même si on est un petit peu chocolat, mais c'est une soupe ou une tisane chaude en hiver, on sent que ça nous fait du bien. Ça peut être un fruit qui va nous désaltérer l'été. Voilà, ou ne serait-ce qu'un verre d'eau hein, déjà. Hein, un verre d'eau, et des fois, on sent que vraiment ça répond à un vrai besoin et ça nous fait du bien. Oui, ça nous fait du bien. Et puis, il y a justement, oui. Tu parlais justement de besoins et c'est quoi, enfin, quels sont nos propres besoins? Qu'est-ce que ça apporte à notre corps en fonction des différentes catégories de personnes hein, quels sont les besoins qu'il peut y avoir pour une femme, pour un homme, pour des... C'est difficile à définir comme ça. Il n'y a pas de. Alors, il existe en France hein, et on a de la chance pour ça. Le PNNS, hein, qui est le Plan national santé et nutrition et santé plutôt dans l'autre sens, qui a défini en fait un certain nombre de besoins en fonction des catégories, des âges, hein, des hommes, des femmes, des sédentaires, des pas sédentaires, et quel âge ils ont. Ça, c'est valable, ça reste valable pour à peu près 70% de la population. Ensuite, il faut moduler ça personne par personne. Et même une même personne, toi par exemple, Noémie, que l'été, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins que l'hiver. Quand tu fais du sport, tu n'as pas les mêmes besoins que quand tu restes dans ton canapé. Il faut moduler tout ça. Alors, on a de besoins généraux, bien sûr, hein, qu'on connaît tous, hein, les glucides, les lipides, les protéines, hein, avec des pourcentages à varier. Mais on a aussi des besoins qui sont, ceux-là, ils sont caloriques pour faire de l'énergie. On a des besoins qui ne sont pas caloriques et qu'on connaît tous, qui sont les vitamines et les oligo-éléments. Hein. Et d'autres qu'on connaît moins, qu'on entend de plus en plus quand même, hein, c'est tous ces polyphénols, tous ces antioxydants de manière générale. Hein. Si on nous demande de manger des légumes de toutes les couleurs, en fait, c'est parce qu'ils contiennent des composés chimiques qui sont antioxydants et qui permettent aussi au corps de bien fonctionner.
Et ceux-là, ils sont en quantité infinitésimale. On n'a pas besoin de beaucoup, mais il en faut. Voilà. Ok. Marie, sur cette notion justement de la différence des besoins qu'on peut avoir selon les personnes singulières que nous sommes. Oui, alors Frédéric, c'est vrai qu'elle a totalement dit, hein, il y a des besoins selon le métabolisme, selon le côté nutritionnel, diététique, mais au-delà de ça, finalement, il faut prendre conscience qu'on est vraiment tous différents, hommes comme femmes, selon notre activité, selon, voilà, même selon notre environnement, etc. Et du coup, en fait, finalement, nos besoins, ils sont propres à nous, à notre corps. Et donc pour ça, moi j'aime bien dire, c'est la phrase que je dis toujours dans mon accompagnement, c'est qu'on a notre propre tendance en fait et qu'il faut adopter sa propre tendance, qu'il faut manger en fonction de soi et pas en fonction de ce que mange son conjoint, sa conjointe, sa maman, sa voisine, sa grand-mère. Il faut vraiment manger en fonction de soi et s'adapter en fonction des signaux qu'on a reçus et des envies qu'on a aussi, hein, parce qu'on parle aussi d'envie et de plaisir. Et pour ça, finalement, pour connaître ses besoins, moi, je pense en tout cas qu'il faut tester, c'est-à-dire que on ne peut pas du jour au lendemain manger parfaitement. De toute façon, personne ne mange parfaitement, c'est impossible. Moi, la première, je ne mange pas parfaitement. J'ai une alimentation équilibrée, mais ça m'arrive de faire des écarts comme tout le monde et je suis loin d'avoir une alimentation parfaite. Mais j'essaye de manger selon ce qui pour moi est bon pour mon corps et la manière dont il me l'a dit finalement, dont il m'a transmis le message. Et c'est pour ça que pour ça, en fait, il faut tester. Encore une fois, ça se fait progressivement. J'aime bien prendre l'exemple toujours des sportifs. Les sportifs, ils s'entraînent pour arriver à leurs résultats et à leurs performances. L'alimentation, c'est pareil. Il faut tester, il faut s'entraîner. Du jour au lendemain, on ne pourra pas avoir une alimentation nickel et que du coup, tout ce qu'on faisait mal, d'un coup, ça s'efface et on fait tout bien. Et pour ça, il y a des techniques. Donc, il faut essayer. Moi, par exemple, pour le lactose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré progressivement. J'avais d'abord retiré, par exemple, le lait à proprement parler, là, le lait de vache. Après, j'ai retiré la crème. Après, j'ai retiré les yaourts. Je l'ai fait progressif. J'ai pas fait du jour au lendemain, je supprime tout. Parce que après, donc là, pour le lactose, ça peut paraître plus simple. Mais par exemple, quand on a des addictions, au sucre notamment, une des addictions la plus courante dans le monde, si on retire du jour au lendemain le sucre pour avoir une alimentation un peu plus parfaite, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a du lâcher-prise qui va s'installer. Et donc peut-être qu'on va être OK pendant 1, 2, 3 semaines, mais finalement, on va vite retomber dans ces mauvaises habitudes et tous les efforts qu'on aura fait, en fait, ils auront un peu servi à rien. Et au contraire, ça va faire un peu un effet yo-yo sur le corps. Donc avec tout ce qui s'ensuit, peut se voir physiquement, ça peut se ressentir, ça peut accentuer les maux. C'est pour ça qu'il faut plus y aller d'une manière doucement mais sûrement, j'aime bien dire cette phrase, progressif. En fait, c'est un processus, c'est un rythme. Et on est prêt à le faire, ce processus, quand on a vraiment pris conscience qu'on en avait besoin. Et déjà, d'en prendre conscience, on a déjà accompli, je dirais, une part du marché. Et après, il faut avoir de la motivation, de la détermination. Mais vraiment, pour moi, si on a une douleur profonde ou un désir profond, ça peut être les deux, ça peut être une douleur ou un désir, on réussit et on réussira tous à manger correctement et à manger selon comment on a envie d'être pour en fait être après en harmonie quoi, et être bien. Et après, vous verrez que les petits écarts que vous ferez de temps en temps, ça sera des écarts qui vont être maîtrisés et vous prendrez plaisir finalement à les faire. Et ça sera plus cet écart où on se relève la nuit pour manger un bout de chocolat et on se demande pourquoi on a fait ça, c'est une catastrophe. On le fera d'une manière plus souple, par exemple à 4 heures le week-end, vous voyez. Il y a une manière de le faire, mais encore une fois, c'est progressif, c'est pas parfait, il y a des faux pas, mais on rebondit et en fait, tout simplement, c'est la détermination et la motivation qui feront que ça marchera. Oui, et puis les habitudes alimentaires, ça s'ancre quand même dans nos vies. Il y a des Ouais. habitudes alimentaires qui sont culturelles et familiales. Frédéric, on avait abordé ce sujet aussi. Ça peut être profond, les habitudes alimentaires. Oui, oui, et c'est vrai que, bon, comme le dit Marie, hein, changer d'alimentation, c'est changer, rééquilibrer, parce que je vois dans mon cabinet des gens qui pensent très mal manger, mais en fait, ils font des choses très bien aussi. Hein, donc, faut déjà garder ce qui est bien, l'identifier, et puis ensuite, on va changer ce qui doit être changé.
mais c'est extrêmement difficile, hein. Il suffit de regarder son panier de courses, hein, on met toujours les mêmes choses dedans, hein. Donc, ça veut dire qu'on va toujours dans les mêmes rayons du même supermarché, hein, de règle générale, hein, c'est caricatural, mais enfin, c'est un peu ça. Donc, changer ses habitudes, eh bien, c'est changer sa façon de faire ses courses. Ça veut dire prendre du temps, ça veut dire prendre le temps de découvrir de nouveaux aliments, prendre le temps d'aller chercher de nouvelles recettes, prendre le temps d'habituer toute la famille à manger de nouveaux aliments aussi éventuellement. Donc, ça peut être très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être progressif. Et surtout, une chose qu'on fait beaucoup en naturopathie, c'est que quand on recommande à une personne d'arrêter de manger quelque chose, on propose une solution de remplacement pour qu'il n'y ait pas un trou en fait à la place de l'aliment, hein. C'est que voilà, bon, on évite de manger quelque chose, mais on peut le remplacer par autre chose qui est similaire. Mais en fait, c'est plus un problème d'origine des aliments en fait qui va faire qu'on va changer. Mais voilà, mais c'est difficile quand même de changer Oui, d'alimentation. c'est pour ça que ça doit être, comme vous le dites, ça doit être progressif. On doit aussi passer, alors on va parler rapidement de ça, mais il y a aussi au niveau de l'alimentation, l'émotion qui peut être attachée à l'alimentation. Oui, c'est Et, sûr, hein, moi, la première, hein, je sais que si je vais voir ma mère, par exemple, et qu'elle dit tu veux quel dessert, je vais toujours répondre la même chose parce que c'est quelque chose qui est associé en fait à des moments de bien-être de l'enfance. Ça rappelle des choses, c'est réconfortant. Voilà, donc on ne peut pas renoncer comme ça à une alimentation qui a un lien émotionnel fort avec nous-mêmes. Et c'est un lien en plus qui est non seulement avec nous-mêmes, mais avec notre famille. Ça représente vraiment des choses, quoi. Et donc, allez, renoncer à ça, enfin, je ne suis pas pour renoncer à ce genre de truc, c'est plutôt essayer de remplacer peut-être la composition, en fait. Par oui. exemple, quelqu'un qui aime la tarte aux pommes, bon, bah, s'il a des problèmes avec le gluten, plutôt lui apprendre à faire une pâte sans gluten, mais il aura toujours sa tarte aux pommes. C'est essayer de changer les choses pour qu'on ait toujours l'aliment présent, mais peut-être composé autrement. L'aliment doudou, mais Voilà, c'est ça. oui, mais et c'est vrai que et voilà, il y a beaucoup de choses. On peut être perdu en ce moment parce que il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été dites ces dernières années sur les intolérances, voilà, sur les choses qui étaient bonnes ou moins bonnes pour nous par rapport au blé, enfin par rapport à différentes choses. Justement, Marie, quel point toi tu peux faire par rapport à cette notion d'intolérance, d'allergie et ces tendances qu'il y a en règle générale en ce moment? Oui, il y avait une réelle tendance, là c'est un petit peu passé, mais il y avait une tendance il y a quelques années où c'était, tout le monde va plus manger de gluten, c'était vraiment la tendance, le régime sans gluten, alors que Mmh. les gens n'étaient pas forcément intolérants. Je pense que Frédéric expliquera mieux la différence entre intolérance et allergique, mais pour moi une intolérance, ça veut dire qu'il y a un seuil, ça veut dire qu'on a tous des intolérances différentes. Donc moi par exemple, mon seuil, il est à un certain niveau et je sais qu'il ne faut pas que je le dépasse. Mais ça ne veut pas pour autant dire que si je mange, par exemple, un gratin dauphinois, il y a du lait dedans, si j'en mange, je vais pas faire une réaction, je vais pas Mmh. d'un coup tomber par terre, voilà. Mais je sais que si je mange 3 soirs de suite du gratin dauphinois, et ben là, je vais être mal, je vais pas être bien, je vais être ballonnée, je vais avoir des Ouais. crampes d'estomac et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment distinguer les deux. Une allergie, pour le coup, c'est à peine on mange la chose et on a une réaction, hein. Ça n'a rien à voir. Et après, voilà, faut pas non plus jouer avec les intolérances. Il faut pas se déclarer être intolérant à quelque chose et du coup le retirer par défaut. Et encore une fois, je rejoins Frédéric, quand on retire quelque chose, par exemple, si on est intolérant au gluten, il faut automatiquement du coup trouver des substituts,
des ingrédients de remplacement, des nouvelles marques. Et en fait, ça change tout, ça change son quotidien, ça change peut-être les magasins où on va aller faire ses courses. Donc c'est pour ça que ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut prendre vraiment conscience de ça. C'est que oui, si il faut remettre de l'équilibre dans sa vie, il faut savoir par quoi on remplace. Parce que si on n'a pas d'alternative, on peut être sûr que ça ne tiendra pas finalement. Il faut avoir voilà, des recettes, des nouvelles listes, des nouvelles marques, des nouveaux magasins. Il y a tout ce qui va avec. Mais voilà pour les intolérances. Mais à faire attention quand même. Et Frédéric, vas-y, oui, toi qui connais bien qui maîtrise cette notion de différence entre intolérance et allergie, dis-nous en plus. Alors, l'allergie, donc, c'est une réaction du système immunitaire. Le système immunitaire, enfin, ce qu'il faut savoir, on ne s'en rend pas bien compte en fait, hein, en général, mais l'alimentation, c'est un antigène. Un antigène, c'est quelque chose qui n'appartient pas au soi. Et donc, à partir du moment où vous mettez dans votre corps quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est un antigène. Le rôle du système immunitaire, c'est de lutter contre les antigènes. Ils n'ont rien à faire là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il existe quand même une éducation de ce système immunitaire qui est faite quand on commence en fait à faire de la diversification alimentaire chez les bébés, pour éduquer ce système immunitaire, pour qu'il laisse passer quand même 2-3 petites choses, pour qu'on puisse absorber les nutriments dont on a besoin. Et parfois, ça ne marche pas bien et le système immunitaire s'emballe. Ça, c'est une allergie. Et pour le coup, lors d'une allergie, en règle générale, il faut supprimer complètement l'aliment en question. Parce qu'on risque la mort, hein, carrément. Voilà. Par contre, une intolérance, ce n'est pas du tout le même mécanisme, c'est un problème enzymatique. Les enzymes, ce sont des composants chimiques qu'on a partout dans le corps qui permettent de faire des réactions métaboliques, dont le découpage en fait, des aliments en tout petits morceaux pour qu'ils puissent entrer dans les cellules. Si, par exemple, si on prend pour l'intolérance au lactose, pour casser le lactose, pour le découper, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lactase. On en a beaucoup quand on est bébé, puis après, la quantité diminue, ce qui fait qu'on a de moins en moins la capacité d'absorber du lactose, et notamment du lait, des produits laitiers. Ça, c'est une intolérance. Ça veut dire, comme le disait justement Marie, c'est qu'elle peut manger un peu de lait, mais pas beaucoup. Et là, c'est une question de seuil. On est tous différents. Une personne, un demi-verre de lait, ça va la rendre malade parce qu'elle a quasiment plus de lactase. Il y en a d'autres qui vont pouvoir boire 1 litre de lait par jour et ça ne va pas les déranger parce qu'ils ont toujours suffisamment de lactase. Ça, c'est de l'intolérance. En termes de gluten, par exemple, on a des intolérances aussi parce qu'on en mange de plus en plus. Hein, c'est surtout ça, c'est notre alimentation en fait qui fournit énormément de gluten, ce qui fait que notre corps ne fournit pas assez d'enzymes pour découper ce gluten. Il existe une allergie au gluten et ça se traduit par la maladie cœliaque. C'est pas tout le monde quand même. Hein. Et puis bon, si vous aviez la maladie cœliaque, croyez-moi, vous le sauriez. Mais c'est les intolérances au gluten, pareil, c'est toujours un problème de seuil, en fait, de dose. C'est la dose qui va faire en sorte qu'on se sent bien ou on ne se sent pas bien. Et c'est là justement où il faut, si on revient à la conscience, c'est là où il faut vraiment prendre conscience de l'effet que peuvent avoir les aliments en fait sur notre bien-être. C'est en prenant cette conscience-là qu'on va pouvoir trouver les seuils qui font qu'on va tolérer l'aliment ou pas. Et la suppression totale, hein, c'est important de revenir là-dessus. Supprimer, par exemple, le gluten parce qu'on se déclare intolérant, c'est la porte ouverte à des allergies par la suite parce que du coup, notre corps ne laisse plus passer au bout d'un certain moment. Il ne se rappelle plus qu'à un moment donné, il a laissé passer le gluten par gentillesse, hein, parce que voilà, finalement, c'est pas si mal que ça. Et il va finir par le considérer réellement comme un antigène. Et là, c'est le système immunitaire qui va prendre le relais et peut déclarer une allergie. Donc, on diminue jusqu'à ce que ça se passe bien, qu'on digère bien, mais on ne l'élimine pas complètement. D'accord.
Et puis, dans la prise de conscience, il y a aussi la prise de conscience de d'où provient la nourriture, qui l'a préparée, pourquoi, comment, d'où provient la nourriture qu'on mange en termes de territoire, de géographie, avec qui on mange. Enfin, il y a plein de choses dans la prise de conscience. Marie, par rapport à ça, Oui, la prise de conscience, oui, avec qui on mange, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange, comment on mange, on pourrait en parler pendant des heures. Mais déjà, la première question, je pense, à se poser, c'est est-ce qu'on aime finalement cuisiner? Qu'est-ce que c'est que cuisiner? Pour qui est-ce qu'on cuisine? Parce que souvent, dans le foyer, hein, je prends l'exemple d'un foyer classique, il y a souvent une personne qui va cuisiner pour tout le monde, mais la grande question, c'est est-ce que ce qu'elle cuisine, elle cuisine pour elle, ça lui fait plaisir, ou est-ce qu'elle le fait par défaut parce qu'il faut nourrir toute la famille? Est-ce que ce qu'elle cuisine, elle l'apprécie ou elle le fait pour les autres? Vous voyez, ça va très très loin. Enfin, il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus. Moi, j'aime bien citer l'exemple des invités. Ça, c'est l'exemple classique et vous allez voir que la prochaine fois que vous recevez des personnes ou que vous allez chez des personnes, vous essayerez d'analyser. Mais souvent, par exemple, quand on reçoit des invités à la maison, on invite des amis, en fait, on se met une pression sur la cuisine. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça doit être ancré dans la culture, dans la société. On se met une pression de dingue et en fait, on se dit ouh là là, la dernière fois quand je suis allée chez eux, ils m'ont fait un super repas, faut que je sois au même niveau, je vais faire un truc de dingue et tout. Donc, on passe des heures, on panique, on stresse, on est anxieux et finalement, quand ils arrivent, eux, ils viennent pas pour la cuisine, ils viennent pour vous, normalement, en principe. Et quand ils viennent, et bah, même pendant le repas, vous allez être là à dire ça vous plaît, vous en revoulez, c'est pas trop salé, c'est pas trop chaud. Et en fait, du coup, vous appréciez même pas le repas. Et du coup, automatiquement, ça se retransmet dans l'ambiance générale à table. Et même les invités, eux, peuvent être aussi frustrés d'avoir beaucoup de questions, de se sentir un petit peu, vous voyez, un peu envahis dans leur espace, alors qu'ils sont juste là pour passer un bon moment. Et à la fin de la journée, quand ils repartent, vous êtes là, bon, bah, voilà, la conclusion, c'est j'ai pas forcément apprécié ce que j'ai fait, je l'ai pas fait forcément avec le cœur, je l'ai fait surtout par défaut pour encore une fois la vision de l'autre, faire plaisir et plaire, mais avant toute chose, avant de faire plaisir aux autres, il faut se faire plaisir aussi à soi-même en cuisine et, euh, et prendre plaisir. On peut faire des plats très simples, très bons, et prendre plaisir à découper des petits légumes, à les faire revenir à la poêle, avoir les petites odeurs qui se dégagent. En fait, il faut prendre conscience de tout ça, des saveurs, des sens, de toutes ces choses, pour vraiment du coup que tout l'environnement, bah, il soit bien, quoi, et que bah, quand vous êtes dans le moment même, vous l'appréciez. Et puis sur la partie de l'éthique, eh ben, on peut revenir encore dessus, mais l'éthique, c'est quoi l'éthique finalement? Parce qu'on a tous des valeurs différentes. On peut manger selon une foi, selon une valeur. Donc, on a décidé, par exemple, d'être végétarienne, on a décidé d'être végane, on a décidé d'être. Alors, il y a tellement de termes, il y a flexitarien, enfin, il y en a beaucoup, même moi, je m'y perds. Mais encore une fois, est-ce qu'on fait ça en fonction de nous? Est-ce qu'on le fait pour nous? Est-ce que du coup, il y a une éthique derrière tout ça, c'est qu'on a décidé qu'on mangeait plus de viande. Mais pourquoi on mange plus de viande? Est-ce qu'on mange plus de viande parce que c'est la mode? Ou est-ce qu'on mange plus de viande parce que bah on habite à côté d'un champ et on a vu les petites vaches et on n'a plus envie? Oui, il y a plein de choses qui rendent en compte. Est-ce qu'on mange aussi, on a envie de manger par exemple des produits qui viennent des producteurs autour de nous? Il y a énormément de choses à prendre conscience et quand on associe toutes ces choses-là entre elles, on se rend compte qu'il y a du sens finalement et que quand on cuisine, par exemple, on fait notre petite préparation, là c'était l'heure de manger, par exemple, vous faites votre petite préparation, appréciez finalement ces moments où vous allez cuisiner les tomates que vous avez pris chez votre petit producteur, euh, appréciez ces moments où vous allez faire revenir votre bon poisson que vous avez acheté à la poissonnerie du coin, vous voyez, il y a plein de choses, et en fait, quand on a déjà cette prise de conscience, et ben on se rend compte finalement que là, il y a du plaisir qui s'installe pendant la cuisine et que finalement, ce côté oh non, faire la cuisine, c'est long, c'est pénible, ça prend du temps, qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire ce soir? Bah, finalement, on apprécie ce moment et quand on mange, on l'apprécie aussi. Et du coup, automatiquement, on prend conscience de ça. Et même l'estomac, il va mieux digérer quand il prend conscience qu'est-ce qu'il mange comme saveur, le plaisir qu'il mange. Il y a tout ça en fait, c'est un regroupement. C'est pour ça que faire une chose c'est bien, mais c'est un tout pour moi.
Et puis, il y a prendre conscience de ce qu'on cherche aussi, la notion des émotions. Donc, Frédéric, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les émotions? Pourquoi je mange ce que je mange? C'est un vaste sujet en fait, hein, et c'est vrai que quand on ouvre son frigo, on peut se poser la question de pourquoi j'ai envie de manger ça. Alors, on peut juste se poser la question, on n'est pas obligé d'y répondre hein, non plus. Hein, c'est pas forcément une introspection, mais on peut se poser la question de qu'est-ce que je cherche à combler. C'est d'un point de vue émotionnel, c'est surtout les impulsions, hein, les impulsions alimentaires qui veulent ça. C'est que vous vivez la nuit et puis vous avez un craquage et hop, hein, voilà, une petite contrariété, un autre craquage. En général, les craquages, hein, c'est pas des haricots verts, hein, c'est plutôt des choses moins, un peu plus caloriques, on va dire. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à combler? Prendre conscience, c'est déjà se poser la question. Ensuite, on en fait ce que... Soit on répond, soit on ne répond pas. Si on a la réponse, après on en tient compte ou pas, c'est peu importe. Hein. La prise de conscience, c'est pas forcément le changement. Mais il faut, c'est le premier pas en fait, avant le changement. Mais voilà, ensuite, une fois qu'on a pris conscience, qu'on s'est posé toutes ces questions, de savoir si on est en accord avec nous-mêmes et avec nos propres valeurs, qu'elles soient culinaires ou pas, ou environnementales. Moi, je suis très écolo dans ma façon de penser, donc effectivement, je vais faire attention d'où proviennent les aliments que j'achète. Mais c'est ensuite, une fois qu'on a bien pris conscience de ce que sont nos valeurs, de ce que ça nous apporte la nourriture, qu'on va pouvoir rééquilibrer en fonction des valeurs. Le rééquilibrage, ce n'est pas juste une question de nutriments, c'est aussi être en phase avec soi-même. Et c'est tout un travail. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Mais se poser la question, je pense que c'est vraiment déjà un bon premier pas, en fait. Voilà. Et puis, ce qui en découle de cette question et de cette réflexion, c'est le plaisir qu'on y met aussi. Quel plaisir est lié à la nourriture? Qu'est-ce que l'on est par rapport à la nourriture? Et qu'est-ce que la nourriture est par rapport à nous? Marie, par rapport à ça, est-ce que tu veux aller un peu plus loin? Oui, c'est vrai, je rebondis un peu sur ce que Frédéric disait avant aussi, ça fait le lien avec la notion de plaisir. Mais c'est vrai que les émotions, elles jouent un rôle vraiment très très important. Et il y a aussi l'ennui, il y a toutes ces phases dans lesquelles on passe. Et il y a aussi tous les codes, par exemple, l'exemple, quand on va au cinéma, on a tendance souvent à prendre du popcorn. Mais en fait, pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on fait ça par plaisir? Est-ce que c'est vraiment un plaisir? C'est le côté, ouais, c'est la petite sortie, donc on prend quelque chose de sucré, ça fait du bien, voilà. Ou est-ce qu'on fait ça parce qu'en fait, c'est ancré encore une fois dans la culture, dans la société, ça fait partie, c'est un peu classique, tout le monde le fait, donc je le fais. Et donc là, c'est là qu'on peut distinguer si c'est du plaisir ou pas. C'est comme par exemple, ça m'est arrivé il y a quelques jours, c'était le soir, je m'ennuyais un petit peu, je regarde mon téléphone et là je me dis, oh, je vais ouvrir Uber Eats. À défaut d'avoir des restaurants, je vais ouvrir l'application Uber Eats. Donc là, je commence à regarder et là, je me dis, ah ouais, j'ai vraiment envie d'un bon plaisir, quelque chose de bien gras. Qu'est-ce que je peux manger? J'ai dû passer vraiment, sans vous mentir, peut-être 1 heure sur l'application. Et au final, je n'ai rien commandé. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais en fait, c'était pas du plaisir, c'était même pas de l'envie. C'était juste que je m'ennuyais et que c'était juste ouais, en fait, le plaisir de regarder ces plats à travers mon écran et de me dire, ah ouais, ça va être bon, mais derrière, qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que je vais culpabiliser? Comment je vais être finalement? Si c'est pour avoir encore mal au ventre toute la nuit, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Et donc là, j'ai ma raison, et cette raison, je l'ai parce que j'ai fait un travail sur mon alimentation, et aujourd'hui, j'ai cette capacité à me dire non, 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 c'est pas bon. Mais avant, j'aurais commandé n'importe quoi, je l'aurais mangé, et après avoir mangé, j'aurais pas été bien, et j'aurais culpabilisé. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Alors que finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mon téléphone, je suis allée ouvrir mon frigo. Dans mon frigo, j'avais des belles choses et j'ai cuisiné un plat rapidement qui était bon, qui avait des bonnes odeurs, qui avait des bonnes saveurs, parce que les saveurs, encore une fois, c'est hyper important. On connaît souvent le sucré, le salé, l'acide, mais on en oublie encore d'autres. Il y a beaucoup l'amer, le piquant, et en fait, l'association de toutes ces saveurs,
c'est un autre sujet, mais ça crée une assiette et ça crée un équilibre et ça crée ce plaisir. Et en fait, voilà, ce plaisir, tout simplement, on peut l'avoir en se faisant quelque chose de simple. On n'est pas obligé d'être top chef, d'être chef 3 étoiles pour faire quelque chose de bon. On peut faire des trucs vraiment très bien avec des fois très peu dans le frigo. Il suffit juste en fait de se tourner vers les bons ingrédients, d'avoir, je pense qu'il faudrait tous qu'on ait en nous une petite organisation qui sache à peu près les ingrédients De bruts. base. Voilà, les deux bases. Pour moi, il faut avoir une petite liste. Déjà, il faut connaître un peu les fruits et légumes de saison, par exemple, ça peut aider. Et après, il faut avoir une petite liste à avoir à la maison avec les ingrédients toujours de base à avoir dans ses placards pour le moment où on a envie de se faire plaisir et de cuisiner un bon repas, de ne pas du coup de les avoir en fait dans le placard et de pas finalement, bah, comme on les a pas, abandonner la recette et se tourner vers quelque chose de plus simple à faciliter ou commander quelque chose en livraison à la boulangerie, etc. Donc, il y a toute une organisation. Pour moi, ça part d'une organisation pour vraiment se simplifier la vie. Et en se simplifiant la vie, on simplifie ce qu'il y a dans notre assiette. Et au final, on prend beaucoup plus plaisir à manger, à goûter, à sentir. Il y a aussi tous les sens qui sont mis en évidence en cuisine, les odeurs, le goût, même le toucher. Quand vous, je sais pas, quand vous mangez une bonne tarte et que vous cassez avec la cuillère ce petit bruit de la tarte qui craque, vous voyez, ça procure du plaisir. Une petite excitation. La cuisine, c'est ça en fait, tout simplement. Ouais, bah, Frédéric, je pense, va rebondir parce qu'il y avait toute cette notion qu'on avait évoquée de c'est naturel et en fait, c'est humain de prendre du plaisir à manger. Donc, si on a été créé comme ça, qu'il y a peut-être aussi une raison. C'est-à-dire, bon, il ne faut pas perdre de vue que le corps est extrêmement bien fait et tout ce qui peut servir à la survie de l'espèce procure du plaisir. Et la nourriture en fait partie. On ne peut pas se passer de manger, enfin pas longtemps en tout cas. Donc, pour inciter l'être humain à manger, eh bien, on lui procure du plaisir. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous de perdre la notion de goût. Quand on est malade, les gens qui sont sous chimiothérapie ont ce genre de problème. Pour eux, manger, c'est un cauchemar. Le corps humain a fait en sorte que manger, parce que c'est nécessaire à la survie de l'espèce, soit un plaisir. Donc, faire consciemment le choix de manger des choses qui ne font pas plaisir, ce n'est pas humain. C'est rassurant, ça. Donc, autant faire ce qu'il faut pour se faire du bien, se faire plaisir et en même temps, participer à la survie de l'espèce, parce qu'autrement, de toute façon, si on ne mange pas, on meurt. Voilà, comme disait Marie, en apprenant à y remettre des épices, du sens, voilà, mettre de la couleur dans l'assiette. Il y a aussi tout ce qui va autour, c'est par exemple l'environnement. On prend plus. Parfois, c'est vrai que quand on est plusieurs à table, on a tendance à discuter à table et du coup, on prend même pas conscience qu'on est en train de manger et on prend pas plaisir à savourer. Ou alors, on a mis 2 heures pour préparer un super bon repas et on le mange en même pas 10 minutes. Et donc, prendre le temps de manger, manger dans de bonnes conditions, mastiquer, le visuel, enfin le cerveau, il est bien fait. Il y a tout ça qui prend en compte aussi. Et il y a aussi tous les aspects, la mémoire. Enfin, moi, je pense qu'on a vraiment une très très bonne mémoire gustative. Donc, certains petits goûts, ça peut vous rappeler quelque chose. Ça peut vraiment faire le plaisir. Il peut aller jusqu'à là, en fait. Il y a Léa qui disait que oui, c'était assez actuel la notion de goût avec les problématiques de crise sanitaire actuelle. Il y a plein de gens qui ont expérimenté le fait de ne plus sentir ni de ne plus avoir, de plus avoir de goût. Et ça, je pense que ça a renvoyé plein de gens au plaisir qu'on peut avoir quand on mange. Même, alors sans parler forcément de la nourriture, le vin, enfin, il y a toutes les choses, voilà, il y a plus d'intérêt en soi si on peut plus prendre de plaisir à le goûter, à le sentir. Totalement. Ouais. C'est vrai qu'avec le Covid, beaucoup de personnes, je pense, en fait, se sont rendus compte, ça les a aidés peut-être à se rendre compte que quand on mange, il y a toutes ces notions de sens qui viennent en fait. Donc après, en faire plus attention, et je crois que c'est ce que Léa dit, c'est que maintenant elle se régale et qu'elle profite, quoi. Oui. Oui, le thé, elle dit l'odeur du thé, du chocolat. Alors Léa, c'est
C'est pas sympa parce qu'il est 13h17 et pour ceux qui n'ont pas mangé, pas fair play. Des légumes, voilà, mais même l'odeur du dentifrice et du déo, enfin des choses, en fait, on est habitué à vivre avec nos sens et quand on perd nos sens, c'est effectivement très compliqué. On commence à les interactions, ça, on a, je pense, terminé de partager tout ce qu'on avait pu vouloir vous transmettre aujourd'hui. Il nous reste, c'est parfait, 13 minutes. Je tiens à féliciter Frédéric et Marie pour ce timing, une perfection ultime. Et je vais vous laisser poser des questions pour les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez à Frédéric et Marie qui y répondront avec grand plaisir. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Hélène. Bonjour. D'abord, je voulais plutôt rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit parce que dans le cadre d'une perte de poids, je suis allée en clinique en rééducation nutritionnelle et j'ai été accompagnée via Je n'ai jamais fait de régime, je n'en ferai jamais, mais la méthode maigrir sans régime, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est justement manger en pleine conscience, être à l'écoute de ses besoins. Ne pas manger forcément 3 fois par jour, mais quand on a faim, manger ce qu'on a envie de manger et quand on a envie de le manger, est-ce qu'on se poser la question, est-ce que j'ai faim ou pas? Bon, je vais attendre un petit peu d'avoir faim et là, je pourrais le manger et je prendrai encore plus de plaisir. Et justement, le plaisir, il augmente, il est très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on a faim, le plaisir, il est plus intense que si on a envie de quelque chose quand on n'a pas faim. Donc, du coup, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire la paix avec l'alimentation. Et il y a aussi quelque chose que j'ai lu dans leur bouquin et que j'ai remarqué, c'est que notre cerveau, notre corps, il va aussi nous orienter vers des aliments dont nous avons besoin en termes de nutriments. En fait. Par exemple, parfois, moi, je vais avoir envie de manger de la soupe, peut-être parce que mon corps a besoin de manger des légumes, etc. etc. Donc, en fait, on n'imagine pas à quel point le corps les cerveaux ont des pouvoirs très importants. Et c'est vrai qu'on est souvent... on se laisse souvent emporter par tout ce qu'on entend dans les médias, dans les magazines, etc. Et je vais même dire quelque chose qui pourrait déranger, mais certains même médecins, diététiciens sont mal formés, sont formés sur des régimes restrictifs, etc. Et là où on devrait les écouter, en fait, pas forcément. Donc, je pense que le plus important, c'est de s'écouter soi, c'est d'apprendre à s'écouter. Voilà. Merci Hélène, mais c'est vrai que ça rebondit sur ce que pouvaient dire Frédéric et Marie sur la notion d'automatisme, donc de rythme de vie, de choses et de croyances qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est tout petit sur la notion. Je pense que il n'y a pas de souci avec la médecine, chacun voilà, propose ce qu'il souhaite avec sa vision, mais la notion aussi qu'on nous a, depuis toute petite, de dire le petit déjeuner. Le petit déjeuner, pour moi, est vraiment l'exemple même du repas qui peut réunir toutes les théories possibles et inimaginables qui ont été données. Voilà, c'est assez complexe. Pour rebondir, c'est vrai que les médecins ne sont pas forcément formés à la nutrition déjà pour commencer. Et d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est vrai que les médecins qui sont spécialistes dans le traitement du surpoids et de l'obésité pratiquent de plus en plus la pleine conscience, justement, pour que les personnes se remettent à manger en conscience. Voilà. Il n'est plus question de restriction calorique, il n'est plus restriction, parce qu'on sait que de toute façon, ça ne fonctionne pas, ça c'est clair et net, ça ne fonctionne pas. Donc, plutôt de se réapproprier en fait son corps, de se rappeler des signaux qu'il nous envoie et de se réconcilier aussi avec la nourriture. D'arrêter de culpabiliser à chaque fois qu'on mange un gâteau parce que c'est pas si grave que ça. Ce qui est plus grave en fait, et plus délétère, ça va être le stress qu'on va se mettre parce qu'on aura résisté tant bien que mal à manger un gâteau.
Le corps, il est fait aussi pour pouvoir absorber ces petits écarts. Hein. Vraiment, on a un corps qui est hyper bien fait, donc il peut absorber. Si c'est un écart toutes les 2 heures, que là, ça va poser un vrai problème. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien au moral. Donc, arrêtez de culpabiliser avec ça. Et c'est vrai que de plus en plus, les médecins spécialistes, vraiment les spécialistes, commencent à arrêter tout ce qui est calorique. Hein. On arrête de compter les calories, on arrête de monter sur la balance toutes les 2 minutes, d'avoir la sensation qu'on va grossir parce qu'un repas, on a trop mangé, on ne grossit pas en un repas. Bah, déjà non, et puis le stress fait grossir, donc voilà. Hein. C'est pas une bonne solution de se mettre la pression comme ça. Et les résultats sont nettement meilleurs quand on prend le temps déjà. Hein, changer d'alimentation en pleine conscience comme ça, on va pas maigrir comme des fous au départ. Hein, ça va être beaucoup plus progressif, mais par contre, ça va être dans la durée. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je suis pas forcément à l'aise avec cette notion d'écart parce que ça dépend. Moi, enfin, on m'a appris dans l'éducation nutritionnelle, admettons, j'en sais rien, vous avez devant vous avez envie d'une pâtisserie qui fait, j'en sais rien, 100 calories et vous avez faim et votre corps il a besoin de 100 calories. Que vous mangez une pâtisserie à 100 calories ou 2 pommes qui font 100 calories. Alors, je ne parle pas en termes de santé, mais en termes de poids, en fait, il y aura pas ça ne sera pas stocké puisque vous aviez faim, votre corps avait besoin de ces calories-là. Donc, voilà. Que par contre, si vous avez mangé, que ce soit une pomme ou une pâtisserie, que vous l'avez mangé sans avoir faim, là, c'est un grignotage. En fait, on nous a tellement fait culpabiliser que le grignotage, c'est les choses sucrées, grasses, etc. Même un aliment sain peut être considéré comme du grignotage si on le mange quand on n'a pas faim. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à faire la paix. Alors, bien sûr, après, manger sainement, c'est pour la santé. Et après, les calories, c'est vraiment pour l'histoire du poids, en fait. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Merci. Merci Hélène. On a une autre question, le temps, les minutes filent, je voulais la lire. Il y a Natacha qui nous disait comment reprendre goût à la nourriture après la boulimie et ne plus rechuter. Alors la question de ne plus rechuter va être difficilement traitable en aussi peu de temps. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Mais par contre, comment reprendre goût à la nourriture? Est-ce que vous avez une réponse, Sophie? Ouais, reprendre goût à la nourriture. Déjà, je pense qu'il faut réussir à d'abord, dans un premier temps, distinguer les aliments, enfin les ingrédients qui sont associés peut-être à cette période de boulimie ou qui sont peut-être associés aujourd'hui à un dégoût, à une peur de retomber, de rechuter, parce qu'on a peur que si on l'ingère de nouveau, voilà, on rechute. Donc peut-être déjà établir une liste de tous ces ingrédients et ensuite les réintégrer progressivement encore une fois. Ne pas du jour au lendemain tout remettre et les cuisiner d'une manière différente, qui vous donne envie, d'une manière un peu cachée parfois. Vous voyez, quand il y a des ingrédients qu'on n'aime pas tellement ou qu'on appréhende, il faut les cuisiner d'une manière un peu distinguée. Donc il y a des astuces, il y a des recettes. Après là, c'est plus une partie, je pense, de manière de faire et reprendre goût. Ouais. Après, ça reste aussi de la psychologie, la boulimie, je pense. Mais, mais, mais je pense que cuisiner d'une manière différente de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça peut aider à reprendre goût. Faire complètement à l'inverse de peut-être ce qu'on faisait avant. Pour le coup, alors là, moi, je me permets de compléter. C'est là où c'est aussi intéressant et c'est là où Noès intervient en termes de cœur de métier, c'est que sur ce genre de problématiques, il est important de se faire accompagner de différentes manières par des personnes qui ont des compétences complémentaires. Aujourd'hui, Marie et Frédéric vont parler d'alimentation et même si elles ont des bases en émotionnel ou sur certains sujets où elles sont capables de répondre, elles pourront le faire, mais quand il y a des problématiques qui peuvent être telles que la boulimie, l'anorexie, il y a aussi une problématique, comme le dit Marie, qui peut être psychologique ou voilà, qui peut être prise en charge par des experts qui vont venir compléter cette expertise et même dans le cadre de Noès, pour le coup, travailler de concert avec des personnes comme Marie et Frédéric pour avoir un échange pluridisciplinaire qui a un impact sur cette réflexion. Voilà.
Je pense qu'il faut, il faut le faire, enfin, voilà, il faut avoir les plusieurs professionnels, être entouré, surtout dans ce type de sujet de santé, il faut être entouré de plusieurs professionnels pour qu'ils agissent en fait en synergie tout simplement. Et si vous travaillez que l'alimentation, la psychologie risque peut-être de reprendre le dessus. Et à l'inverse, si vous travaillez que la psychologie, bah, il va manquer la partie alimentation. Donc en fait, il faut trouver 2-3 personnes qui se complémentent et c'est comme ça que vous allez réussir, je pense, à avancer. Il y a une remarque de Léa qui dit pour le même nombre de calories, on n'a pas les mêmes macronutriments, donc vaut mieux manger 100 calories dans un aliment sain au max. Oui, après, on ne va pas rentrer. Effectivement, on a eu voilà, le témoignage d'une des participantes qui est une vision apportée sur son expérience personnelle. Après, voilà, il n'y a pas de choses, on n'est pas en train de donner une vision linéaire, ni dans les témoignages, ni dans ce que nous, on peut dire. Et je pense que les débats sur la nourriture peuvent être très nombreux et on ne va pas rentrer dans ce type de débat, mais chacun, c'était un témoignage apporté, c'était aussi intéressant d'entendre cette façon de voir et de repositionner la notion de grignotage et la notion de faim, comme on a pu l'aborder pendant ce live sur la notion d'écouter son corps aussi. Est-ce que j'ai vraiment faim quand je mange ou est-ce que je le fais pour combler quelque chose ou voilà, est-ce qu'il y a un rapport émotionnel? Oui, Natacha a dit c'est plus pour l'après-problématique. Oui, mais même pour l'après-problématique, Natacha, je pense que ce qu'on te disait est quand même nécessaire. Même si aujourd'hui tu es sortie de cette phase de boulimie, c'est important par la suite de malgré tout se faire accompagner pour justement réintégrer dans ton quotidien une nouvelle façon de fonctionner. Et même si voilà, c'est du passé, de pouvoir passer à autre chose sur des bases saines en ayant cette équipe autour de toi ou ces professionnels autour de toi qui peuvent pour le coup venir t'aider à prendre un nouvel envol. Oui, oui, Hélène disait que c'était bien pour ça qu'elle avait décidé de différencier le poids et la santé. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une question par rapport aux intolérances. Est-ce que justement on peut, entre guillemets, se guérir d'une intolérance ou ce sera à vie? Alors, d'un point de vue métabolique, sincèrement, ça c'est une colle parce qu'en fait, c'est un taux d'enzyme qui va gérer en fait le seuil de l'intolérance et je ne sais pas si, par exemple pour la lactase, à partir du moment où on n'en fabrique plus, on n'en fabrique plus, quoi. Le corps ne va pas se remettre à en fabriquer. Pour d'autres intolérances, peut-être que si on donne suffisamment de nutriments pour que les enzymes se fabriquent, en fait, bon, les enzymes en plus, elles se partagent le travail entre plusieurs nutriments. Enfin, c'est assez compliqué quand même le métabolisme. Je dirais que guérir, bon, d'abord, on ne guérit pas d'une intolérance parce que c'est pas une pathologie, c'est juste qu'on est fait comme ça, notre organisme est fait comme ça. C'est pas une maladie, une intolérance. Je dirais que le plus simple, c'est quand même de trouver son seuil, en fait, et on vit très bien avec. Hein. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne, eh bien, on change ses habitudes de vie, on change ses façons de s'alimenter et ça ne devient plus un problème. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Oui, et puis bien, c'est ce que vous expliquez, bien arriver à mesurer le seuil de tolérance et puis voir peut-être qu'en réduisant et en respectant ce seuil de tolérance, sur le long terme, arriver à avoir un seuil de tolérance qui peut-être bouge, bouge un peu plus, parce que si on est saturé pendant très très longtemps et que du coup ça cause des maux physiques, peut-être qu'après, en respectant ce seuil de tolérance, le seuil de tolérance pourra être un peu plus haut, enfin voilà, un peu plus flexible, en tout cas, parce qu'on ne va pas être déjà dans la zone rouge au moment où Oui, c'est ça. Et puis je pense que la guérison, pour dire guérison sur une intolérance, c'est plus le côté que pour moi, on est guéri quand finalement on pense plus à son intolérance et qu'on a réussi à intégrer dans son alimentation de nouvelles alternatives qui ne sont plus des contraintes.
Moi, avec le lactose, au début, c'était peut-être une contrainte d'enlever de la crème fraîche et de la remplacer par la crème de riz, la crème d'avoine et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, c'est un automatisme. C'est-à-dire que quand je vais faire mes courses, j'achète de la crème de riz et j'achète plus de la crème fraîche. Et en fait, ça fait partie maintenant de mon quotidien. Je l'ai intégré, je l'ai accepté. Et une fois qu'on l'accepte, on ne cherche plus finalement à guérir. Vous voyez? Oui, accepter de vivre avec. Il y a une dernière question qui a déjà. Alors, auriez-vous des conseils pour équilibrer son alimentation avec l'endométriose, alimentation anti-inflammatoire? Alors, Émilie, je vais laisser répondre Marie et Frédéric, mais par contre, je peux te conseiller de regarder un live qui a été fait par Aline Desmoulins sur la chaîne YouTube de Noès, et où elle revient vraiment sur cette alimentation anti-inflammatoire qui peut donner certaines informations sur la question que tu peux avoir, et qui est naturopathe aussi, spécialisée dans l'endométriose, et qui du coup avait abordé ce sujet. Et après, si jamais vous voulez rajouter des choses, Marie et Frédéric, sur l'alimentation anti-inflammatoire et l'endométriose, je vous laisse la parole. Oui, l'alimentation avec l'endométriose, beaucoup de personnes aujourd'hui sont atteintes d'endométriose, donc c'est une alimentation beaucoup de personnes se posent la question. En effet, anti-inflammatoire, pour moi, je pense que c'est la solution. Après, encore une fois, ça dépend des personnes. C'est selon vous, il faut vraiment aller étudier cas par cas. Mais pour le coup, anti-inflammatoire, bon alors qu'est-ce que anti-inflammatoire? Il faudrait établir une liste des ingrédients encore une fois. Mais oui, il y a une possibilité, en effet, d'améliorer, d'atténuer en tout cas tout ce qui est lié aux douleurs d'endométriose par l'alimentation. Ça, c'est certain qu'il y a vraiment un lien qui est entre les deux. Il y en a vraiment un lien. Si vous travaillez sur votre alimentation, que vous intégrez une alimentation en adéquation avec ce qu'il ne faut pas finalement et ce qui peut accentuer les douleurs de l'endométriose, ça peut vous aider, hein. Ah oui, Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? Alors moi, mon conseil, ce serait plutôt d'aller voir, de prendre rendez-vous avec une naturopathe de Noès. Alors peu importe, pas forcément moi, mais peu importe laquelle, parce que effectivement, l'alimentation va avoir un effet positif, c'est indéniable. Mais en général, les personnes qui souffrent d'endométriose ont aussi beaucoup de stress. Je pense qu'il faut une réponse globale, en fait. C'est exactement. L'alimentation ne va pas suffire à aller mieux avec l'endométriose, et en plus, pour équilibrer une alimentation, il faut savoir d'où on part. C'est-à-dire équilibrer ce que vous mangez à l'heure actuelle, et ensuite, on va voir ce qu'il faut changer pour que ça aille mieux. L'alimentation anti-inflammatoire, oui, c'est un fait, mais il faut l'adapter aussi à la personne. On ne peut pas faire une réponse globale comme ça, toute pensée, et distribuer un flyer en disant « mangez ceci, vous n'aurez plus d'endométriose ». Non, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, vraiment, je conseille de prendre rendez-vous avec une naturopathe. Il y en a plusieurs à Noès, je ne sais pas combien il y en a maintenant, mais… Il y en a quelques-uns, oui. Et qui ont des spécialités sur, effectivement, que ce soit l'alimentation, l'endométriose, différentes spécialités. Mais effectivement, Frédéric a tout à fait raison sur le fait que, comme Aline Desmoulins l'explique dans le live, donc ça c'est une ressource gratuite auquel vous pouvez avoir accès facilement, l'inflammation en cas de l'endométriose vient de 5 grands facteurs qu'elle peut détailler, mais en particulier le stress, l'alimentation, différentes choses. Oui, des hormonaux, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Je suis d'accord sur le fait que l'alimentation peut être effectivement une solution, mais c'est pas une réponse en soi. C'est pas en changeant d'alimentation qu'on ne souffrira plus des douleurs liées à l'endométriose. Donc, ça peut aider. Ça peut aider. Elle peut aider. C'est partie d'un truc. C'est un outil parmi d'autres. Estelle n'est pas là, le S de Noès, mais elle est atteinte d'endométriose, et pour le coup, elle pourrait, à son niveau à elle a franchement réduit le blé, elle n'en consomme quasiment plus, et chez elle, ça a permis effectivement d'avoir beaucoup moins de douleurs, parce que
elle devait avoir un seuil de tolérance très bas. Et à chaque fois qu'elle mangeait dans l'alimentation classique du blé, donc dans beaucoup de choses qu'on consomme, c'est ce qu'on disait aujourd'hui Frédéric, eh ben, ses douleurs d'endométriose étaient accentuées par l'inflammation perpétuelle qu'elle avait à l'intérieur de son corps. Si je peux résumer, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, ça a eu un effet. Il y a le sucre aussi, il y a le sucre, le gluten, voilà. les laitages, il y a plein de choses qui peuvent être prises. Encore une fois, c'est par personne. Oui, oui, je sais. Par contre, Léa, mais je ne rebondis pas sur le sujet de l'endométriose, mais j'ai bien compris Léa, qui disait qu'elle avait. J'avais encore pas lu sa réponse, mais on ne considérait pas qu'on rebondissait sur ta réponse, Léa, il n'y a pas de souci. Je disais juste que Léa disait qu'en ce qui la concernait, mais sans endométriose, elle avait éliminé le gluten, le sucre et tout ce qui est trop mûr, fruits, mais aussi fromage, diminué mais pas supprimé. Elle ne savait pas si un jour elle serait guérie. Donc elle parlait de son intolérance. Ah oui. Mais parce qu'elle bougeait beaucoup de pays et donc du coup c'était difficile pour elle de manger dehors avec des amis ou avec toutes les restrictions qu'il pouvait y avoir. Mais oui, voilà, ça peut faire partie du process d'essayer certaines choses sans éliminer, de réduire, c'est ce qu'on a dit pendant le live. Je vous remercie toutes pour vos différentes questions. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du live avant de partir. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des retours. Et puis, ce que je fais après chaque live, c'est que je vous enverrai à chacune le lien du replay et également une liste de différentes ressources qu'il peut y avoir en complément. On va réfléchir avec Marie et Frédéric, voilà, des choses que vous pouvez, des livres à lire, des ressources qu'il peut y avoir en supplément après ce live en rapport avec ce qu'on a évoqué. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence aujourd'hui. Merci à tous et très bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi.